Bonjour, chers abonnés, qui suivez notre chaîne Une retraite sereine. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire très spéciale d'une femme. Pouvez-vous le croire? Dans le salon de ma propre maison, ma belle-mère est apparue, tenant la main de la maîtresse de mon mari, enceinte de son enfant, a jeté un chéquier devant moi et m'a lancé un ultimatum cruel. Prends ces 500 000 euros et fiche le camp de cette maison immédiatement. Mon fils a besoin d'une femme qui lui donnera un héritier pour perpétuer notre nom, pas d'une poule stérile comme toi. À cet instant, je n'ai pas pleuré. Mon corps tout entier était simplement paralysé. Mon regard s'est tourné vers l'homme que j'avais appelé mon mari pendant les 5 dernières années. Il gardait la tête baissée, silencieux comme une statue de pierre. Son silence était 1000 fois plus douloureux que n'importe quelle insulte de sa mère. Mais il l'ignorait. Il ne savait pas que sous les vêtements amples que je portais, une petite vie, un secret qui allait ébranler le ciel et la terre, grandissait, et qu'aujourd'hui, leur cruauté marquerait le début de leur future chute. Je m'appelle Camille Dubois. Ce soir-là, j'avais préparé un dîner exquis, allumé quelques bougies parfumées, le cœur rempli d'excitation et de bonheur. Je comptais annoncer la bonne nouvelle à mon mari, Julien, en lui montrant les 2 barres sur le test de grossesse et l'échographie de l'hôpital. C'était un bébé que nous attendions depuis si longtemps. Je croyais que cet enfant renforcerait les liens de notre amour, comblerait les fissures de notre mariage chancelant et mettrait fin aux paroles venimeuses de ma belle-mère. Je croyais naïvement à cet avenir rose, mais lorsque l'horloge a sonné précisément 10 à 9 heures, la porte d'entrée s'est ouverte. Mon mari était de retour, mais il n'était pas seul. À ses côtés se tenait sa mère, Madame Moreau, et derrière eux, une jeune et belle inconnue, vêtue d'une robe de créateur coûteuse. Mais ce qui m'a le plus horrifié, c'est la façon dont cette femme tenait le bras de mon mari, d'une manière à la fois intime et possessive. « Qui êtes-vous, Julien ?» ai-je demandé en bégayant. J'avais l'impression que quelqu'un me serrait le cœur. Mon mari n'osait pas me regarder dans les yeux et tentait discrètement de retirer sa main. Mais ma belle-mère s'est avancée, se plaçant devant son fils, et m'a regardé avec un air de triomphe et de mépris. « Laisse-moi te la présenter », a dit ma belle-mère d'une voix acide. « Voici Chloé, Chloé Beaumont, la fille unique de M. Beaumont, le PDG des laboratoires Beaumont, le plus grand partenaire de l'hôpital où travaille notre Julien. Et en ce moment, dans son ventre, elle porte l'héritier de notre fils, le précieux petit-fils que tu n'as jamais pu me donner. » Chaque mot de ma belle-mère était comme un coup de marteau sur ma tête. Mes oreilles bourdonnaient, et le monde semblait tourner autour de moi. Mon mari m'avait trompé, avait eu un enfant avec une autre femme, et cette femme était la fille d'un PDG. Toutes les pièces du puzzle se sont soudainement assemblées. Les retours tardifs sous prétexte de réunion, les appels téléphoniques secrets dans la salle de bain, cette cravate de luxe qu'il disait avoir reçue en cadeau. Je comprenais maintenant. Cette cravate était de la même marque que le sac à main que tenait Chloé. « Alors, pourquoi m'avez-vous convoqué ?» ai-je demandé, le cœur en miettes, en m'efforçant de ne pas laisser ma voix trembler. « Intelligente, au moins, » a ricané Madame Moreau. « Nous t'avons appelé pour te donner un choix humanitaire. » Elle a sorti de son sac une liasse de papiers et un chèque qu'elle a jeté sur la table basse devant moi. Ce sont les papiers du divorce. Julien a déjà signé. Et voici 500 000 euros. Prends cet argent, signe les papiers, et fiche le camp de cette maison, immédiatement. Considère cela comme l'aumône de notre famille pour tes 5 années de jeunesse. 500 000 euros, une aumône. Ces mots m'étaient si familiers et humiliants. J'ai regardé mon mari, espérant une dernière explication, une dernière protection. Mais il gardait toujours la tête baissée, silencieux, serrant simplement les poings. Son silence était la réponse. Il était d'accord avec tout, il avait tout accepté. Il avait choisi le prestige et l'argent, et m'avait jeté, moi et nos 5 années de vie commune. Chloé s'est assise sur le canapé, a croisé les jambes et m'a observé d'un air arrogant. Elle a caressé son ventre et m'a regardé avec des yeux de vainqueur. « Camille, il faut être un peu réaliste. Julien m'aime, et je peux lui offrir le succès que vous ne pourrez jamais lui donner. Prenez l'argent et partez, tout simplement. Ne rendez pas les choses pénibles. » Pénible, c'est une blague? C'est vous qui avez créé cette tragédie, et maintenant vous me demandez de ne pas rendre les choses pénibles? Mes mains, posées sur mes genoux, se sont soudainement crispées. Lentement,
Je les ai levés et les ai posés doucement sur mon ventre. Ici aussi, une petite vie grandissait jour après jour. Notre enfant, à lui et à moi. Mais je savais que je ne pouvais pas révéler ce fait. Si je parlais maintenant, ce ne serait qu'une tentative pathétique de retenir un homme qui ne m'appartenait plus en utilisant un enfant. Mon enfant ne méritait pas d'être un tel outil. Mon enfant méritait une vie meilleure, aux côtés d'une mère forte, pas d'une mère qui mendie des sentiments. Un calme glacial, presque effrayant, a envahi mon âme. La douleur s'est transformée en mépris, et le mépris m'a donné une force étrange. Je me suis levé lentement, je ne les regardais plus. J'ai pris le chèque de 500 000 € sur la table. Madame Moreau et Chloé ont esquissé un sourire satisfait. Elles pensaient que j'avais accepté, mais sous leurs yeux ébahis, j'ai déchiré ce chèque en 1000 morceaux. Je n'ai pas besoin de votre argent, ai-je déclaré, ma voix claire et ferme. Mon amour n'est pas quelque chose que l'on peut acheter avec de l'argent sale. J'ai pris un stylo et j'ai signé les papiers du divorce. Je pars, mais pas parce que vous me chassez. Je pars parce que l'idée de vivre sous le même toit que des gens comme vous me dégoûte. Ayant dit cela, je me suis retourné et me suis dirigé vers la chambre. Pas une seule fois je n'ai regardé en arrière. Derrière moi, j'entendais Madame Moreau crier « Comment oses-tu? Tu regretteras de ne pas avoir pris l'argent. » Je ne regrette rien. Je ne regrette que d'avoir gâché 5 ans de ma jeunesse pour un homme qui ne le méritait pas. J'ai tranquillement fait une petite valise avec quelques vêtements et mes effets personnels. En sortant, valise à la main, je suis passé devant eux trois. Sans un mot de salutation, sans un regard. J'ai quitté cette maison. En marchant dans la nuit froide, j'ai inconsciemment posé une main sur mon ventre. Ils pensaient avoir chassé une seule personne, mais en réalité, nous étions deux. Et ils n'avaient pas la moindre idée que l'agneau docile qu'ils venaient de piétiner reviendrait en louve pour tout reprendre. Quelle sera la suite de mon parcours en tant que mère célibataire? Et quel prix leur ferai-je payer? Si vous êtes curieux de connaître la suite, abonnez-vous à la chaîne Une retraite sereine, aimez et partagez, et suivez cette histoire poignante jusqu'au bout. Chers abonnés, lorsque la portière du taxi a claqué, m'emportant avec mon petit secret loin de ce qui fut autrefois mon foyer, je n'ai pas pleuré. Le choc était si grand que mes larmes semblaient s'être taries. Je suis resté assise en silence, regardant les lumières des lampadaires défiler et se fondre dans la nuit. Mon cœur était vide. 5 ans, les 5 plus belles années de la jeunesse d'une femme, je les avais consacrées à un amour que je croyais digne d'un conte de fées. Maintenant, il ne me restait plus qu'un froid papier de divorce et la cruelle réalité que ce conte de fées était un mensonge depuis le début. Les souvenirs des 5 dernières années ont défilé dans mon esprit comme un film au ralenti, vif et douloureux. J'avais rencontré Julien un après-midi de fin d'automne, il y a 5 ans. À l'époque, j'étais une jeune analyste financière fraîchement diplômée, travaillant dans une petite société de courtage, et il était interne en dernière année à l'hôpital, où je m'étais rendu pour une consultation. Dès notre première rencontre, il m'avait profondément impressionné. Non pas à cause de son physique séduisant et de ses manières douces, mais à cause de la chaleur et du dévouement qui émanaient de ses yeux. Dans l'agitation de l'hôpital, il était le seul à avoir pris le temps de m'écouter patiemment et de m'expliquer en détail mon état de santé. Ses gestes lors de l'examen étaient doux et professionnels. Il avait un sourire bienveillant capable de dissiper toutes les inquiétudes d'un patient. Par la suite, nous nous sommes croisés plusieurs fois par hasard à la cafétéria de l'hôpital, et la conversation s'est engagée. Il me parlait de ses dures gardes de nuit, de la pression du métier de médecin, mais dans sa voix brûlait toujours la flamme de la passion et le désir de sauver des vies. Je lui parlais de mon monde aride, rempli de chiffres et de graphiques boursiers. Il m'écoutait avec un intérêt sincère, les yeux pleins d'admiration. « Camille, vous êtes vraiment incroyable. Une femme qui comprend des choses si complexes, c'est vraiment admirable. Notre amour est né très naturellement. Des dîners improvisés après la fin de ses gardes, les paniers repas que je lui apportais à l'hôpital, les messages quotidiens d'encouragement et d'attention ont nourri notre relation. Il n'était pas riche. Le salaire d'un interne couvrait à peine ses frais de subsistance et lui permettait d'envoyer un peu d'argent à sa mère à la campagne. Mais il ne m'a jamais déçu. Il portait des chemises usées, mais économisait un mois de salaire pour m'acheter une nouvelle robe. Il mangeait des nouilles instantanées toute la semaine, mais m'emmenait toujours dans un bon restaurant le week-end. Il me disait « Je suis désolé, Camille. Pour l'instant,
Je ne peux pas t'offrir une vie luxueuse, mais fais-moi confiance et attends un peu. Dès que cette période difficile sera passée, je te promets de te rendre heureuse. » Je l'ai cru. Je n'avais pas besoin de biens matériels. Seule sa sincérité comptait, et je ne me suis pas contenté de paroles. J'ai commencé à l'aider secrètement à réussir, en utilisant mes talents dont personne, y compris lui, ne connaissait l'existence. Chers abonnés, j'ai un secret. En apparence, je suis une employée de bureau ordinaire, mais en réalité, je suis une investisseuse anonyme, ce que l'on appelle une louve de la finance. C'est un talent inné que j'ai découvert à l'université. J'avais un sens particulier des chiffres, et je pouvais analyser et prédire les fluctuations du marché avec une précision étonnante. Avec le petit héritage laissé par mes parents, décédés dans un accident, j'ai commencé à investir discrètement, et cet argent a fructifié pour atteindre une somme que beaucoup de gens ne pourraient jamais gagner de toute leur vie. Je n'ai pas utilisé cet argent pour me faire plaisir. Je continuais à mener une vie modeste. J'avais peur. Peur que la richesse ne change la personne que j'étais. Peur qu'elle n'attire des relations fausses et intéressées. Je voulais seulement trouver un homme qui m'aimerait pour qui j'étais, pour la simple Camille. Et quand j'ai rencontré Julien, j'ai cru avoir trouvé cette personne. J'ai utilisé mes talents et mes actifs secrets pour lui préparer le terrain. Il était talentueux, mais dans un environnement complexe comme un hôpital, le talent seul ne suffisait pas. Il avait besoin d'opportunités et de relations. Par l'intermédiaire d'un fonds d'investissement sous un autre nom, j'ai fait un don anonyme d'une somme considérable pour l'achat d'équipements à l'hôpital. En retour, je n'ai demandé qu'une petite condition, donner aux jeunes médecins talentueux comme Julien Moreau l'opportunité de participer à de grandes opérations chirurgicales et de les envoyer en formation à l'étranger. Et l'opportunité s'est présentée. Il a été sélectionné pour faire partie de l'équipe d'une chirurgie cardiaque complexe, une opération habituellement réservée aux chefs de service. Il s'en est sorti brillamment. Son nom a commencé à se faire connaître. Il est ensuite parti pour une courte formation à Singapour pour apprendre les dernières techniques médicales. À son retour, il était comme un tigre ailé. Il a enchaîné les succès sur des opérations difficiles, sauvant la vie de nombreux patients. Il est rapidement passé du statut de simple interne à celui de l'un des chirurgiens les plus jeunes et compétents de l'hôpital. Il était fou de joie. Il me serrait dans ses bras et me disait que tout cela était dû à la chance et à mon soutien constant. Il ne savait pas que sa bonne étoile était la femme qu'il tenait dans ses bras. Je n'ai jamais dit la vérité. Je ne voulais pas qu'il se sente complexé. Je voulais simplement observer silencieusement son succès et son bonheur depuis l'ombre. Je croyais naïvement que mon sacrifice silencieux serait récompensé par un amour éternel. Pendant 5 ans, j'ai tout donné pour nourrir cet amour et son succès. J'avais pavé la voie royale pour lui. Mais je n'aurais jamais imaginé que lorsqu'il la parcourait, ce ne serait pas moi qui serais à ses côtés. Après que Julien se soit solidement établi à l'hôpital, nous avons décidé de nous marier. C'était une décision que j'attendais depuis longtemps. Mais c'est à ce moment-là que la première fissure est apparue dans notre histoire d'amour. Et la personne qui a créé cette fissure n'était autre que sa mère, Madame Moreau. La première fois qu'il m'a présenté à elle, elle m'a accueilli avec une apparente chaleur. Mais, derrière ce sourire, j'ai senti le calcul froid et l'évaluation dans son regard. Elle ne m'a pas posé de questions sur ma personnalité ou mon travail, mais seulement « Que font vos parents? Combien de frères et sœurs avez-vous? Quel est votre salaire ?» Quand elle a appris que mes 2 parents étaient décédés et que je venais d'une famille modeste, son sourire s'est légèrement effacé. Dès lors, elle a commencé à s'ingérer ouvertement dans notre relation. Elle appelait fréquemment Julien pour lui glisser que je n'étais pas à sa hauteur. « Mon fils, tu es maintenant un médecin reconnu. Ta femme ne doit pas être seulement quelqu'un que tu aimes, mais quelqu'un qui peut t'aider dans ta carrière. Camille est gentille, mais ses origines modestes seront un fardeau pour toi plus tard. Que dirais-tu de la fille du directeur de l'hôpital municipal? Elle est jolie et vient d'une bonne famille. Si tu l'épousais, ton avenir serait bien plus assuré. » Au début, Julien prenait mon parti. Il répondait à sa mère. « Maman, ne dis pas ça. J'aime Camille pour ce qu'elle est. Je n'ai besoin de rien d'autre. Je n'ai besoin de l'aide de personne. Je peux réussir par mes propres moyens. » Ces paroles m'ont profondément touché. Je croyais que notre amour était assez fort pour surmonter tous les préjugés. Mais une autre personne est apparue et a tout changé, Chloé Beaumont.
Elle était la fille unique du PDG des laboratoires Beaumont, partenaire stratégique et principal mécène de l'hôpital où travaillait Julien. Chloé était belle, intelligente et extrêmement arrogante. Elle était habituée à obtenir tout ce qu'elle voulait, et cette fois, ce qu'elle voulait, c'était Julien Moreau. Ignorant le fait qu'il avait une compagne, elle l'a poursuivi ouvertement. Elle a utilisé des méthodes que moi, une femme ordinaire, je n'aurais jamais pu imaginer. Elle lui offrait des cadeaux de luxe, utilisait les relations de son père pour lui créer des opportunités qu'il ne pouvait pas refuser. Sous prétexte de travail, elle l'invitait souvent dans des restaurants haut de gamme ou des clubs privés. Elle lui a montré un autre monde, un monde de pouvoir et de prestige qu'il n'avait jamais connu. Et surtout, elle a parfaitement cerné l'ambition de sa mère. En apprenant que Chloé était la fille d'un PDG, Madame Moreau était ravie comme si elle avait trouvé de l'or. Elle voyait Chloé comme une belle fille en or, la clé magique qui ouvrirait un avenir radieux à son fils. Elle a commencé à les rapprocher de manière flagrante. Elle invitait souvent Chloé à dîner à la maison, la traitant avec plus d'affection que sa propre fille. Envers moi, au contraire, elle est devenue plus dure et plus exigeante. Chaque fois que j'étais présente, elle parlait délibérément de Chloé, la couvrant de louanges et me lançant des piques. Ah, les familles de la haute société, c'est autre chose. Belle, intelligente et une famille respectable. Si notre Julien l'épousait, son beau-père pourrait lui ouvrir une clinique privée étincelante d'un simple coup de fil. Il n'aurait pas besoin de courber l'échine sous les ordres des autres. Ces paroles, comme un poison, se sont lentement infiltrées dans l'esprit de Julien. Lui qui venait d'un milieu modeste et avait tant lutté pour arriver là où il était, comment aurait-il pu ne pas être ébranlé par une perspective aussi séduisante? Il a commencé à changer. Il ne refusait plus les invitations de Chloé. Ses heures de retour se sont faites de plus en plus tardives, et une odeur de parfum inconnu flottait sur ses vêtements. Il a commencé à me mentir. Nos appels se sont raréfiés, ses messages sont devenus laconiques. Notre amour n'est pas mort subitement. Il s'est éteint lentement, dans le silence, la froideur et les mensonges. J'avais tout remarqué. Mon cœur était comme transpercé par un couteau, mais je n'ai pas fait de scène, je ne l'ai pas questionné. Je me suis contenté de garder un espoir silencieux. J'espérais que ce ne soit qu'un égarement passager, qu'il finirait par réaliser qu'il aimait vraiment et reviendrait à mes côtés. Je croyais naïvement en nos 5 ans d'amour, en ses promesses. Mais j'ignorais que lorsque le cœur d'un homme change et que l'ambition surpasse l'amour, tout espoir devient vain. La fissure s'est élargie, et le jour où notre mariage volerait en éclats se rapprochait plus que jamais. Chers abonnés, il n'y a probablement pas de douleur plus grande que d'être trahi par la personne que l'on aime. Contrairement à une blessure physique qui peut guérir avec le temps, c'est comme un poison qui s'infiltre lentement dans chaque cellule de votre corps, rongeant toute confiance et tout espoir. Et c'est exactement la douleur que j'ai endurée pendant les mois qui ont suivi. Mon mariage ne s'est pas effondré dans une grande explosion. Il s'est éteint lentement, dans un tourbillon de froideur, de mensonges et de trahisons. Julien Moreau, l'homme que je considérais comme mon monde, était devenu un parfait étranger. Il n'était plus le médecin chaleureux et sincère de nos débuts. Il était complètement absorbé par le tourbillon de prestige et de relations mondaines que Chloé lui avait présenté. Ses heures de retour étaient de plus en plus tardives. Ses excuses devenaient de plus en plus maladroites et difficiles à croire. Une réunion soudaine, une opération d'urgence, un dîner avec un partenaire important. Mais je savais que derrière ces prétextes se cachaient des rendez-vous romantiques avec Chloé. J'ai vu par hasard des photos d'eux publiées sur les réseaux sociaux par ses amis. Ils dînaient ensemble dans des restaurants de luxe, assistaient à des soirées mondaines. Il la regardait avec un regard qu'il ne m'avait pas adressé depuis très longtemps. Un regard mêlé d'admiration et de désir. Chaque fois que je voyais ces photos, j'avais l'impression que mon cœur était transpercé par des milliers d'aiguilles. Mais je n'ai pas fait de scandale. Je ne l'ai pas suivi pour lui arracher les cheveux, ni révéler leur liaison. Je suis restée silencieuse. Je me suis menti à moi-même, cherchant des excuses pour le défendre. Peut-être qu'il n'a pas le choix. Ce sont juste des relations sociales nécessaires pour le travail. J'essayais de m'accrocher à notre relation par tous les moyens, espérant qu'il restait une once des sentiments de nos 5 années. J'ai essayé d'être une épouse plus parfaite. J'ai appris à cuisiner de meilleurs plats. J'ai nettoyé la maison plus méticuleusement. Je me suis faite plus belle chaque fois qu'il rentrait. J'espérais que ma douceur et ma patience le ramèneraient. Mais je me trompais. Mon silence ne l'a pas fait réfléchir. Au contraire,
il l'a rendu plus audacieux. Il considérait ma patience comme de la bêtise et mon silence comme un consentement. Il ne se cachait plus. Un jour, il est rentré après minuit, imprégné non pas du parfum subtil que j'utilisais, mais d'une odeur de parfum de femme, étrange et chère. Il y avait même une trace de rouge à lèvres sur le col de sa chemise. Quand je lui ai demandé, il n'a même plus essayé de se justifier. Il a simplement repoussé ma main et a dit d'une voix fatiguée et froide : « Arrête de poser des questions, je suis fatigué. » Ma belle-mère, Madame Moreau, était aux anges. Elle considérait ma douleur comme sa victoire. Elle ne cessait de remuer le couteau dans la plaie. Chaque fois que Chloé venait à la maison, elle m'appelait délibérément pour que je serve le thé et que je coupe les fruits pour l'invité de marque. Elle voulait que je voie de mes propres yeux les démonstrations d'affection entre son fils et sa maîtresse. Elle voulait me faire sentir l'humiliation et la douleur pour que je parte de moi-même. Notre Camille est si gentille et obéissante. Quand Chloé deviendra notre belle-fille, elle sera là pour te servir et s'occuper de tout. Tu n'auras pas à lever le petit doigt, disait-elle à Chloé, mais ses yeux me transperçaient. Elle me traitait comme la future domestique, gratuite de sa future belle-fille. Sa cruauté, la lâcheté de mon mari et l'arrogance de sa maîtresse. Tout cela formait un étau qui enserrait ma vie et étouffait jusqu'à la dernière parcelle d'espoir qui me restait. Je vivais ces jours comme un enfer. Je suis devenu maigre et hagarde, le sourire avait complètement disparu de mes lèvres. J'ai pensé au divorce, à tout laisser tomber et à me libérer. Mais je ne pouvais pas m'y résoudre. Comment oublier 5 ans d'amour ? Je l'aimais encore, et j'espérais un miracle. Et le miracle est arrivé. Mais au moment le plus ironique, alors que mon mariage sombrait dans ses jours les plus sombres, alors que j'étais au bord du désespoir, une faible lueur est soudainement apparue. J'ai découvert que j'étais enceinte. Le sentiment que j'ai eu la première fois que j'ai vu les 2 barres claires sur le test de grossesse était vraiment miraculeux. Toute la douleur et la colère en moi ont disparu, remplacées par un bonheur infini et une émotion bouleversante. Je vais devenir mère. Avoir l'enfant fruit de notre amour. J'ai serré le test de grossesse et j'ai pleuré seul dans la salle de bain. Mais cette fois, ce n'étaient pas des larmes de douleur, c'étaient des larmes de joie. Cet enfant n'était pas seulement une petite vie, il était mon unique espoir. À ce moment-là, je croyais naïvement que sa présence serait un miracle qui sauverait notre mariage au bord du gouffre. Je pensais qu'en apprenant qu'il allait être père, Julien changerait. Il réaliserait où se trouvait sa vraie famille, reviendrait à mes côtés, et nous construirions une famille heureuse tous les 3. Cet espoir m'a donné une force étrange. Je n'étais plus déprimé, ni angoissé. J'ai commencé à prendre soin de moi. J'ai mangé des aliments nutritifs, lu des livres sur la puériculture. Je voulais préparer le meilleur pour accueillir mon petit ange. J'ai élaboré un plan. Je ne voulais pas lui annoncer la nouvelle de manière ordinaire. Je voulais lui faire une grande surprise. Une surprise qui pourrait ébranler son cœur refroidi. J'ai décidé de mettre mon plan à exécution le jour de notre 5e anniversaire de mariage. J'ai pris un jour de congé et j'ai passé tout l'après-midi à décorer la maison moi-même. J'ai acheté ses roses préférées, allumé des bougies romantiques. Je suis allé en cuisine et j'ai préparé tous les plats qu'il avait tant aimés lorsque nous étions tombés amoureux. J'ai même réussi à trouver le même vin que celui que nous avions bu le soir de sa demande en mariage. Je voulais recréer l'atmosphère de nos jours les plus heureux pour lui rappeler à quel point nous nous aimions. J'ai soigneusement placé le test de grossesse avec les 2 barres claires et l'échographie montrant la faible silhouette de notre petite vie dans une jolie boîte cadeau que j'ai posée au centre de la table. J'imaginais la scène de cette nuit. Il rentrerait, serait surpris par cet espace romantique. Nous dînerions ensemble en évoquant de vieux souvenirs. Et quand je lui donnerais la boîte cadeau, il l'ouvrirait, serait d'abord surpris, puis submergé de bonheur. Il me serrerait dans ses bras, s'excuserait et me promettrait de ne plus jamais nous quitter, ni moi ni notre enfant. J'ai dessiné ce scénario magnifique et parfait dans ma tête. J'ai mis une nouvelle robe, me suis légèrement maquillé et me suis assise à table, attendant avec impatience. 10 à 9 heures. 19h30. 20 heures. Il n'était toujours pas rentré. J'ai appelé, mais il n'a pas répondu. L'anxiété a commencé à monter. Était-il avec cette femme ? Avait-il oublié la date d'aujourd'hui ? J'ai essayé de chasser ces pensées négatives, me rassurant en me disant qu'il avait dû avoir une opération d'urgence. J'ai attendu patiemment.
21 heures, 22 heures. Les bougies étaient presque consumées, et les plats sur la table, tout comme mon cœur, avaient refroidi. Ce n'est que vers 23 heures que j'ai entendu le bruit de sa voiture en bas. Une petite lueur d'espoir a de nouveau jailli dans mon cœur. Je me suis précipité vers la porte, mais cet espoir a été cruellement anéanti. La porte s'est ouverte, et il est rentré, mais il n'était pas seul. À ses côtés se trouvait sa mère, Madame Moreau, et derrière eux, Chloé avec un sourire provocateur. Ils n'étaient pas venus pour célébrer mon anniversaire de mariage. Ils étaient venus pour me donner un ultimatum, pour m'expulser complètement de sa vie, de cette maison. Chers abonnés, il y a des moments dans la vie où le temps semble s'arrêter. Pour moi, ce fut l'instant où ces trois personnes sont apparues ensemble à la porte, apportant avec elles une tempête qui allait tout balayer. J'étais figé au milieu de la pièce décorée de façon romantique pour un anniversaire qui n'aurait jamais lieu, les regardant comme des étrangers. Les belles bougies que j'avais allumées ne faisaient plus que mettre en évidence l'effronterie sur le visage de Chloé, le triomphe dans les yeux de Madame Moreau, et la lâcheté et la culpabilité sur le visage de Julien. La jolie boîte cadeau sur la table, qui contenait l'espoir et une petite vie, a soudainement perdu tout son sens, devenant un objet incongru. Qu'est-ce que c'est que cette mise en scène ? Tu tentes un dernier coup de poker ? A été la première à parler Madame Moreau. Sa voix était tranchante comme une lame, brisant le silence étouffant. Laisse-moi te le dire, ne perds pas ton temps. Julien a pris sa décision. Il va divorcer de toi et épouser Chloé. Elle porte dans son ventre le précieux héritier de la famille Moreau. En disant cela, elle a désigné Chloé d'un mouvement de menton. Chloé, comme pour la provoquer, a avancé son ventre, déclarant sa victoire. Héritier, ces deux mots étaient comme un marteau s'abattant sur mon cœur saignant. Pendant des années, elle m'avait rabaissé et accusé d'être une poule stérile. Et maintenant, elle avait obtenu ce qu'elle voulait. J'ai regardé Julien, cherchant la moindre réaction, le moindre vestige de nos sentiments. Mais il gardait la tête baissée, évitant mon regard. Son silence était l'aveu le plus cruel. Il avait fait son choix. Il avait choisi un avenir sur un tapis rouge, prêt à jeter son passé, et la femme qui avait partagé ses moments les plus difficiles. Et la scène finale de ce drame s'est déroulée exactement comme je vous l'ai déjà raconté. Madame Moreau m'a jeté le chèque et les papiers du divorce, Chloé a craché ses insultes arrogantes. Et Julien se tenait là, complice, impuissant. Je suis resté debout, écoutant chaque mot. La douleur initiale s'est rapidement transformée en engourdissement, puis en un mépris extrême. C'est cet homme que j'ai aimé, c'est pour ces gens que je me suis sacrifié. Je me suis soudain senti si stupide. Stupide d'avoir cru en un amour qui n'existait pas. Stupide d'avoir essayé de m'accrocher à un mariage pourri de l'intérieur. Mes mains, posées sur mes genoux, se sont soudainement crispées. Lentement, je les ai levées et les ai posées doucement sur mon ventre. Une chaleur, une connexion sacrée, a jailli. Mon bébé, mon amour. Je suis désolé de te montrer une scène aussi horrible avant même ta naissance. Je suis désolé de ne pas pouvoir te donner un père digne de ce nom. Mais n'aie pas peur. À partir de maintenant, tu n'as que ta maman. Et maman te le promet. Je te donnerai les meilleures choses de ce monde. Personne ne te fera de mal. Une force étrange a surgi en moi. La force d'une mère. Je n'étais plus la faible Camille accrochée à l'amour. J'étais une mère. Et je devais protéger mon enfant. Je savais que je ne pouvais pas révéler la vérité sur cet enfant. Si je le faisais, que penserait-il ? Que j'utilisais l'enfant comme une arme pour m'accrocher et faire des histoires. Ils ne croiraient jamais que cet enfant était celui de Julien. Ou pire, s'ils apprenaient que c'était un garçon, ils essaieraient peut-être de me l'enlever. Non, je ne pouvais pas laisser mon enfant grandir dans un environnement aussi toxique. Je devais partir, emmener mon enfant loin, très loin de ces gens. Une dernière larme a coulé, une larme pour enterrer un amour. J'ai levé la tête et les ai regardés droit dans les yeux. Mes yeux ne contenaient plus de douleur, mais une détermination froide et résolue. J'ai déchiré le chèque, signé les papiers du divorce et prononcé mes dernières paroles méprisantes. Puis je me suis tourné vers la chambre. Je n'ai rien pris d'autre que mon sac à main contenant mes papiers les plus importants. En passant devant eux, je n'ai pas jeté un seul regard de côté. Pour moi, à partir de cet instant, ils étaient morts. Je suis sorti de cette maison et j'ai marché dans la nuit froide. Je ne me suis pas retourné. Le passé était derrière moi.
Devant moi s'étendait un chemin entièrement nouveau, un chemin que je devais parcourir seul. Mais je n'étais plus seul. Je savais que je portais en moi une petite vie, une force motrice inestimable. Les larmes ont coulé, mais elles ne m'ont pas noyé. Elles ont lavé toutes les illusions et les faiblesses, et ont fait renaître une nouvelle personne. Une Camille plus forte, plus déterminée, prête à affronter toutes les tempêtes. Pensez-vous que, abandonné par mon mari, insulté par ma belle famille et enceinte, je me suis effondré. Que je suis allé quelque part pour pleurer et ruminer ma douleur. Mais non, je n'ai pas fait ça. J'avais assez pleuré, assez souffert. Cette nuit-là, je ne suis allé ni chez une amie, ni dans un hôtel bon marché. J'ai appelé un taxi de luxe et me suis dirigé vers une adresse que Julien et sa famille n'auraient jamais pu imaginer de toute leur vie. Le Panthéon Céleste, l'immeuble résidentiel le plus cher et le plus luxueux de la ville. Un endroit que seuls les magnats ou les vrais riches pouvaient s'offrir. Je suis entré dans le hall somptueux et me suis dirigé vers l'ascenseur privé des Pentouzes. J'ai passé ma carte noire et l'ascenseur m'a emmené directement au dernier étage. Quand les portes se sont ouvertes, un penthouse en duplex de près de 1000 mètres carrés s'est déployé devant moi. Un design luxueux et raffiné et une immense baie vitrée offrant une vue panoramique sur la ville nocturne. C'était ma vraie maison, une maison que j'avais achetée avec mon propre argent, mais dans laquelle je n'avais jamais vécu, par l'idée naïve de vouloir construire un nid douillet avec mon mari, en partant de rien. Chers abonnés, il est temps de vous révéler le plus grand secret de ma vie. Je ne suis pas une simple analyste financière avec un petit salaire. Ce n'était qu'une façade, un rôle que je m'étais créé. En réalité, je suis une investisseuse professionnelle, une figure majeure, cachée des marchés financiers. Mes capacités d'analyse et de prédiction innées, ainsi que le petit héritage de mes parents, m'ont permis d'accumuler discrètement une fortune colossale depuis mes années d'études. Je ne possède pas de grands groupes, mais les actifs que je détiens sont probablement plus importants que ceux des laboratoires Beaumont de la famille de Chloé. Mais j'ai toujours caché ce fait. J'ai choisi de vivre une vie simple, voire un peu frugale. Parce que j'avais peur que l'argent ne me change, peur qu'il n'attire que des gens faux et égoïstes. J'ai toujours aspiré à un amour sincère. Un homme qui resterait à mes côtés pour moi-même, pas pour ma fortune. Et j'ai cru que Julien était cet homme. J'étais prêt à tout abandonner, à accepter de vivre sous une façade ordinaire, juste pour être à ses côtés. Mais je me suis trompé. C'était la plus grande erreur de ma vie. Cette nuit-là, debout au milieu de ce penthouse somptueux, je ne ressentais plus de douleur, seulement une ironie amère. J'avais renoncé à mon royaume pour jouer à Cendrillon, pour être finalement jeté sans ménagement par le prince que j'avais choisi. Mais ce n'est pas grave. Cendrillon est maintenant de retour dans son palais, et cette fois, elle ne sera plus naïve. Elle sera une reine. La première chose que j'ai faite n'a pas été de pleurer. J'ai appelé mon plus proche collaborateur, Monsieur Lambert, un expert financier de haut niveau que j'emploie depuis des années. « Allô, Monsieur Lambert, activez le plan B. » Ma voix était froide et résolue. Retirez immédiatement tous les investissements et le soutien indirect nous avons fourni à la clinique privée Alma et au docteur Julien Moreau personnellement au cours des 3 dernières années. Deuxièmement, j'ai appelé une société de conciergerie de luxe. J'ai demandé à ce qu'on me constitue la meilleure équipe, le meilleur gynécologue obstétricien, un nutritionniste personnel, un professeur de yoga prénatal et une aide ménagère professionnelle. Je leur ai dit, je ne veux rien d'autre que le mot meilleur. Le coût n'est pas un problème. Et enfin, je me suis tenu devant un grand miroir et j'ai regardé mon reflet. Je n'étais plus la simple et modeste Camille. J'allais redevenir moi-même. Une femme indépendante, forte et puissante. J'ai posé ma main sur mon ventre où se trouvait ma petite vie. Mon bébé, maman et toi, nous allons commencer une nouvelle vie. Une vie où personne ne pourra nous mépriser ou nous faire du mal. Maman te donnera les meilleures choses de ce monde. Le lendemain, une toute nouvelle Camille est née. Je n'étais plus effondré ni en souffrance. J'ai commencé le programme de suivi de grossesse le plus strict et le plus scientifique. J'ai lu des livres, écouté de la musique classique, fait du yoga. J'ai transformé mon penthouse en un paradis paisible pour nous deux. J'ai coupé tout contact avec le passé. J'ai jeté mon ancien numéro de téléphone et cessé de contacter nos amis communs. Pour eux, Camille avait disparu. Je pensais vivre ma vie tranquillement, élever mon enfant seul.
Mais le destin semblait vouloir jouer avec moi. Il nous préparait, à moi et à eux, des retrouvailles inattendues. Des retrouvailles où les rôles seraient complètement inversés, où la personne qui devrait baisser la tête ne serait plus moi. Le phénix était vraiment en train de renaître de ses cendres, chers abonnés, pendant que je commençais ma nouvelle vie. Un parcours de mère célibataire riche et paisible. De l'autre côté, ceux qui m'avaient poussé hors de leur vie, commençaient également un nouveau chapitre, satisfaisant. À peine un mois après mon départ, le mariage le plus somptueux et grandiose de la ville a eu lieu. Le marié n'était autre que mon ex-mari, Julien Moreau, et la mariée, bien sûr, la précieuse demoiselle Chloé Beaumont, enceinte du précieux héritier de la famille Moreau. Leur mariage a été un événement majeur, couvert par toutes les pages mondaines et people. Les gens s'émerveillaient de son faste, de la robe de mariée à plusieurs millions d'euros, du cortège de supercars s'étendant sur des kilomètres. Les gens louaient l'histoire d'amour fatidique entre un médecin talentueux et une héritière de bonne famille. Ils ont peint un conte de fées moderne, un conte de fées où une ex-femme pauvre et humble comme moi n'avait pas sa place. J'ai regardé ces photos sur l'écran de mon ordinateur, dans mon luxueux penthouse. J'ai vu le sourire radieux de Julien, les visages satisfaits et triomphants de Chloé et de mon ex-belle-mère, Madame Moreau. Mon cœur n'a pas vacillé d'un iota. Je n'avais plus mal, je n'étais plus jalouse. C'était simplement ridicule. Un bonheur construit sur le mensonge et la trahison peut-il vraiment durer? Et comme je l'avais prévu, la vie conjugale de Julien n'était pas aussi rose qu'il l'avait imaginé. Il avait obtenu tout ce qu'il voulait. Peu après le mariage, son beau-père, M. Beaumont, a tenu sa promesse. Il a investi une somme colossale pour ouvrir une clinique privée pour son gendre, nommée Clinique Renaissance. La clinique était située dans le meilleur emplacement, remplie des équipements médicaux les plus récents et promue à grand renfort de publicité dans tous les médias. Julien, qui était un médecin salarié, est devenu du jour au lendemain un jeune directeur de clinique et un homme d'affaires prospère. Il avait vraiment changé de statut en un clin d'œil. Sa mère, Madame Moreau, vivait une réalité encore plus belle que ses rêves. Elle a emménagé dans la luxueuse villa que ses beaux-parents avaient offerte à son fils. Elle avait des domestiques, une voiture avec chauffeur. Ses journées se passaient au spa, à faire du shopping et à assister à des fêtes mondaines. Partout où elle allait, elle se vantait de son fils compétent et de sa belle-fille précieuse. Elle était au sommet de la satisfaction. Mais derrière cette façade brillante se cachait une vérité moins agréable. Julien était devenu directeur de clinique, mais aux yeux de sa belle famille, il ne serait jamais que le gendre parvenu qui avait changé de vie grâce à eux. Son beau-père, May Beaumont, était un homme très autoritaire et patriarcal. Il méprisait ouvertement son gendre. Toutes les décisions de la clinique, grandes ou petites, de la gestion du personnel aux finances, devaient passer par lui. Julien n'était qu'un directeur de paille, une machine travaillant sous les ordres de son beau-père. Lors des dîners de famille, il était souvent réprimandé et critiqué par son beau-père et ses beaux-frères. Hello, I'm delighted to assist you with our voice services. Choose a voice that resonates with you, and let's begin our creative audio journey together. Elle exigeait qu'il la serve, qu'il réponde à toutes ses demandes irrationnelles. S'il s'opposait à elle, elle menaçait en pleurant de tout raconter à son père. À chaque fois, Julien devait baisser la tête et s'excuser. Il vivait dans un environnement oppressant et étouffant, ayant perdu toute liberté et droit de parole en tant qu'homme. Il a commencé à regretter. Tard dans la nuit, quand Chloé dormait, il sortait souvent sur le balcon pour fumer seul. Il se souvenait du passé, de l'époque où il était pauvre, mais extrêmement heureux avec moi. Il se souvenait des repas simples mais chaleureux, de ma douceur, de ma compréhension et de mon sacrifice silencieux. Il a réalisé qu'il avait perdu la chose la plus précieuse. Mais il était trop tard. Il s'était engagé sur cette voie de son propre chef, et il n'y avait plus de retour en arrière possible. Il ne pouvait que serrer les dents et continuer à vivre dans ce bonheur factice. Il ne savait pas que ce n'était que le début, qu'une vengeance intelligente mais cruelle, une tempête gigantesque, se préparait en silence et allait bientôt balayer tout ce qu'il possédait. Pendant que sa famille se saoulait du champagne de sa fausse victoire, de l'autre côté, dans le penthouse du Panthéon céleste, j'avais commencé tranquillement ma propre partie d'échecs. Je n'ai pas choisi la vengeance du genre à aller leur arracher les cheveux et tout révéler. Pour moi, une telle méthode était trop vulgaire et me dévaloriserait. Je me vengerais, mais d'une manière différente.
plus intelligente, plus acerbe et plus cruelle. Je n'allais pas seulement récupérer ce que j'avais perdu, mais je ferais s'effondrer tout leur empire, avec les armes mêmes qu'ils avaient utilisées pour séduire mon mari, l'argent et le pouvoir. En tant que figure cachée des marchés financiers et investisseuse anonyme, j'en avais amplement les moyens. Mon plan, élaboré avec une minutie extrême, avec l'aide de ma meilleure équipe d'experts financiers, ne visait pas seulement la petite clinique privée de Julien, mais l'ensemble de l'empire pharmaceutique des laboratoires Beaumont, dirigé par son beau-père. Je savais que c'était la racine qui alimentait leur pouvoir à tous. Si je coupais cette racine, l'arbre entier se dessécherait de lui-même. Ma première attaque n'a pas été frontale. C'était une prise de contrôle furtive, une tempête formée de petites vagues. J'ai demandé à mes gens d'analyser l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement des laboratoires Beaumont et de la clinique Renaissance. J'ai découvert que leur plus grande faiblesse était leur dépendance vis-à-vis de fournisseurs étrangers d'équipements médicaux et de certaines sources de médicaments thérapeutiques. Ils dépendaient d'un petit nombre de fournisseurs exclusifs et c'était leur talon d'Achille. J'ai donné l'ordre à mon fonds d'investissement. Lancer une opération pour acquérir des parts dans ces mêmes fournisseurs, en cachant mon identité à travers de nombreuses filiales et des transactions complexes. C'était une bataille coûteuse, mais pour moi, l'argent n'était pas un problème. En à peine 2 mois, je suis devenu l'actionnaire majoritaire, détenant le contrôle de 3 des plus grands fournisseurs d'équipements médicaux en Europe et de 2 grandes sociétés pharmaceutiques américaines, partenaires essentiels des laboratoires Beaumont. Ayant la carte maîtresse en main, j'ai commencé à resserrer l'étau. En tant qu'actionnaire majoritaire, j'ai imposé de nouvelles politiques. J'ai demandé à ces entreprises de suspendre temporairement la fourniture d'équipements et de médicaments de nouvelle génération au marché français, sous prétexte d'une réévaluation de la stratégie commerciale et de la recherche de nouveaux partenaires de distribution exclusifs. Bien sûr, ce nouveau partenaire serait une société que j'avais créée moi-même. La crise d'approvisionnement a commencé à éclater. La clinique Renaissance de Julien a été la première et la plus durement touchée. Ils venaient d'ouvrir et avaient désespérément besoin des derniers équipements pour promouvoir leur image. Mais maintenant, toutes leurs commandes étaient refusées ou reportées indéfiniment. Les scanners CT, les échographes 4D qu'ils avaient promis à leurs patients n'existaient plus que sur le papier. Les médicaments spécialisés de nouvelle génération, comme les anticancéreux et les cardiotoniques qu'ils annonçaient comme exclusifs, ont soudainement disparu du marché. Les patients ont commencé à se plaindre. Ceux qui avaient payé pour des bilans de santé coûteux ne recevaient plus les services correspondants. La crédibilité de la clinique, construite à coups de milliards, a commencé à s'effondrer lamentablement. Julien courait dans tous les sens comme un papillon de nuit attiré par le feu, cherchant des fournisseurs alternatifs, mais en vain. Tous les principaux fournisseurs étaient déjà sous mon contrôle. Il ne savait pas que l'ennemi invisible, qui le serrait à la gorge, n'était autre que l'ex-femme qu'il avait abandonnée. La situation n'était pas meilleure pour l'entreprise de son beau-père, les laboratoires Beaumont. Ils ont perdu des contrats de distribution de médicaments lucratifs. Leurs ventes ont chuté et le cours de leurs actions a commencé à plonger. M. Beaumont, qui s'était toujours vanté de son pouvoir, était maintenant aux abois. Il n'arrêtait pas de réprimander Julien, lui faisant porter toute la responsabilité. Il pensait que l'incompétence de son gendre avait attiré le malheur sur toute la famille. La vie de Julien est vraiment devenue un enfer. Son travail était en péril, et à la maison, il était harcelé par son beau-père et sa femme exigeante et jalouse. Il souffrait d'insomnie et a perdu beaucoup de poids. Il a réalisé le prix de son échange, mais il ne savait pas encore que cette tempête ne faisait que commencer. Ma prochaine attaque serait bien plus brutale. Elle n'anéantirait pas seulement sa carrière, mais aussi la dernière parcelle d'espoir qui lui restait. Et elle surviendrait le jour où il s'y attendrait le moins, au moment le plus inattendu. Chers abonnés, pendant que la tempête que j'avais créée détruisait silencieusement l'empire de la famille de mon ex-mari, de mon côté, mes journées étaient les plus paisibles et les plus heureuses. J'ai confié tous les plans de vengeance et la haine à mon équipe de professionnels. Et j'ai consacré tout mon cœur, mon temps et mon âme à une mission plus sacrée que tout, mon voyage pour devenir mère. Les 10 mois de grossesse peuvent être une période difficile et angoissante pour beaucoup de femmes, surtout lorsqu'elles sont seules, sans mari. Mais pour moi, ce fut un cadeau inestimable, un voyage pour me découvrir et m'aimer comme je ne l'avais jamais fait auparavant. Je n'étais plus la Camille, qui était toujours occupée à prendre soin des autres.
J'apprenais maintenant à vivre lentement, à aimer et à prendre soin de mon corps et de la petite vie qui grandissait en moi jour après jour. Chaque matin, je ne me précipitais plus dehors, je me réveillais au son d'une douce musique classique et préparais moi-même un petit déjeuner nutritif selon un régime établi par un expert. Je passais des heures à lire, non pas des livres de finances arides, mais des livres sur la puériculture, des œuvres de littérature classique. Je voulais que mon enfant soit exposé aux choses les meilleures et les plus pures dès le ventre de sa mère. Mon penthouse s'est transformé en un paradis sur terre. Partout, il y avait des plantes vertes et des fleurs fraîches. J'ai aménagé une grande pièce en chambre de bébé, proposant moi-même des idées de design et choisissant avec soin chaque meuble, chaque petit jouet. Tout devait être de la plus haute qualité, le plus sûr. Je n'ai pas hésité à dépenser pour faire appel aux meilleurs experts, afin que mon enfant naisse et grandisse dans un environnement parfait. Chaque après-midi, un professeur de yoga personnel venait me guider dans des exercices légers pour garder mon corps souple et en bonne santé. Le week-end, il y avait des cours de préparation à l'accouchement et de soins au nouveau-né. Je préparais tout non seulement avec de l'argent, mais avec tout l'amour d'une mère. Je ne me sentais pas du tout seul. Au contraire, je me sentais plus épanoui que jamais. L'enfant dans mon ventre était le meilleur compagnon. Chaque fois que je sentais ses doux coups de pied, chaque fois que je voyais mon ventre s'arrondir, un bonheur indicible remplissait mon cœur. Je lui parlais souvent, lui lisais des contes et lui chantais des berceuses. Je voulais lui faire savoir que, peu importe la complexité et la cruauté du monde extérieur, dans les bras de sa mère, il serait toujours en sécurité et recevrait un amour inconditionnel. Bien sûr, il y avait des nuits calmes où la tristesse du passé refaisait surface. Voir d'autres couples se promener main dans la main, heureux, voir un mari caresser tendrement le ventre de sa femme, cela me faisait parfois mal au cœur. Je me demandais pourquoi mon enfant ne recevrait pas un amour complet. Mais je chassais rapidement ces pensées faibles. Je me disais qu'il valait mieux ne pas avoir de père du tout qu'un mauvais père qui avait abandonné sans pitié sa mère et son enfant. Mon enfant n'a pas besoin d'un tel père, je suis suffisante. La trahison de Julien, au lieu de me détruire, m'a donné une indépendance et une force extraordinaires. Et le jour que j'attendais le plus est arrivé. Pour accueillir mon enfant, j'ai choisi l'un des hôpitaux les plus prestigieux et les plus chers, la clinique privée Alma. J'ai souscrit au forfait d'accouchement VIP le plus luxueux, qui offrait la meilleure équipe de médecins et d'infirmières, ainsi que les meilleurs services de soins. L'argent n'était pas un problème. Mon enfant le méritait. Je voulais que le moment de sa naissance soit le plus sacré et le plus parfait. Mais je n'aurais jamais imaginé que ce choix, en apparence parfait, serait un tour ironique du destin qui me conduirait à des retrouvailles dramatiques et inattendues. Des retrouvailles qui allaient tout changer. Pendant que ma mère et moi passions les jours les plus paisibles et heureux, de l'autre côté, la tempête que j'avais sommée commençait à faire rage cruellement. La clinique Renaissance, la fierté et l'espoir de Julien et de sa belle famille, étaient en proie à une crise sans précédent. La tempête que j'avais créée était maintenant devenue un tsunami gigantesque, submergeant et brisant leur empire en apparence solide. La crise d'approvisionnement en équipements médicaux et en médicaments s'est aggravée. Toutes les portes semblaient se fermer devant Julien. Il s'est envolé personnellement pour l'Europe, se rendant jusqu'au siège des fournisseurs pour tenter de négocier. Mais il n'a reçu que des refus froids et des excuses polies sur un changement de stratégie commerciale. Assis dans la salle de réunion, il ne savait pas que la personne qui prenait ses décisions était un actionnaire majoritaire anonyme venu de France. Il a dû rentrer, défait et humilié. La clinique Renaissance, qui était le meilleur hôpital international moderne, manquait maintenant de tout. Les machines sophistiquées et coûteuses prenaient la poussière, faute de pièces de rechange. Les traitements spéciaux qu'ils avaient fièrement annoncés ne pouvaient plus être fournis aux patients. Les patients qui avaient payé des sommes considérables pour des services internationaux se sentaient maintenant floués. Ils ont commencé à se plaindre, à protester, et même à venir faire du tapage à l'hôpital. Rendez-nous notre argent. Escrocs. Cet hôpital international est pire qu'un cabinet de quartier. Les cris et les banderoles quotidiens ont transformé la luxueuse clinique en un champ de bataille. La crédibilité de l'hôpital s'est effondrée. Les médecins compétents que Julien avait recrutés à grands frais ont commencé à démissionner les uns après les autres. Ils ne voulaient pas enterrer leur réputation dans un endroit qui s'effondrait. Julien se débattait au milieu d'un incendie. Il courait dans tous les sens,
s'occupant des patients, retenant le personnel et cherchant de nouveaux fournisseurs. Mais tous ces efforts étaient vains. Ma main était trop longue, le serrant de toutes parts. Sa vie de famille est aussi devenue un enfer. Son beau-père, M. Beaumont, qui avait investi toute sa fortune dans cette clinique, était maintenant sur le point de tout perdre. Il a déversé toute sa colère sur son gendre, espèce d'incapable, bon à rien. Je t'ai confié cette entreprise, et tu n'as même pas pu la protéger. Qu'est-ce que tu as fichu? Tu n'as fait que profiter de notre famille? Il l'insultait sans pitié à chaque repas, devant toute la famille et les proches. Sa femme, Chloé, n'était plus douce et affectueuse. Voyant que la vache à lait qu'elle avait choisie était en crise, elle a changé d'attitude. « Comment tu gères tes affaires? Tu sais à quel point j'ai honte devant mes amis à cause de toi? Si tu ne résous pas ce problème, ne t'attends pas à ce que je reste les bras croisés. » Ceux qui l'avaient porté au nu auparavant s'unissaient maintenant pour le pousser dans l'abîme de l'humiliation. Il a dû faire face à une vérité amère. Il ne l'aimait pas, ne le respectait pas. Il l'avait seulement considéré comme un pion sur l'échiquier de leur ambition. Quand il était utile, ils le chérissaient et le soignaient, mais dès qu'il a perdu son pouvoir, ils étaient prêts à le jeter sans la moindre hésitation. Et le coup le plus cruel est tombé. La société de son beau-père, les laboratoires Beaumont, a commencé à vaciller sous l'effet de la crise d'approvisionnement et d'autres attaques financières de mon fonds d'investissement. Le cours de l'action a chuté sans fin. Pour se sauver, M. Beaumont a pris une décision cruelle. Il a déclaré la faillite de la clinique Renaissance pour se débarrasser de ce cancer déficitaire et se décharger de la responsabilité de son gendre incompétent. Julien a tout perdu. En quelques mois à peine, le jeune directeur de clinique et icône du succès était devenu un raté, un sans le sou. Il a été chassé de l'hôpital dont il était si fier, il a dû quitter la luxueuse villa et retourner vivre avec sa mère dans une maison plus petite. Chloé, après une dispute apocalyptique, l'a quitté. L'enfant qu'elle portait dans son ventre n'était plus le précieux héritier, mais un fardeau. Julien a vraiment goûté à la sensation de tomber du paradis en enfer. Il a réalisé le prix de son échange, il avait obtenu le prestige et l'argent, mais ce ne fut que pour un temps. Et pour les obtenir, il avait dû perdre quelque chose de bien plus précieux. Un amour sincère, une femme prête à tout sacrifier pour lui, et même un enfant dont il ignorait l'existence. Dans les jours les plus sombres et les plus désespérés de sa vie, mon image a refait surface dans son esprit, le hantant. Il se demandait où j'étais, comment je vivais. Mais il n'imaginait pas que l'ex-femme qui lui manquait était la personne qui avait orchestré toute la tragédie de sa vie, et que le destin leur préparait une nouvelle rencontre, une rencontre dans les circonstances les plus ironiques. Chers abonnés, la vie joue parfois des tours vraiment ironiques et cruels. Elle crée des retournements de situation que même le meilleur des scénaristes ne pourrait imaginer. C'est comme un immense échiquier, où chacun de nous n'est qu'un petit pion déplacé par la main invisible du destin. Après avoir quitté Julien, je pensais que nos vies seraient deux lignes parallèles qui ne se croiseraient plus jamais, que je vivrais ma propre vie, riche et paisible, avec l'enfant qui allait naître, et qu'il paierait lui-même le prix de ses erreurs. Mais je me trompais. Le destin avait décidé qu'il nous restait une rencontre à régler, une dernière confrontation dans les circonstances les plus rocambolesques. Une situation où la vie et la mort ne tiennent qu'à un fil. Ce jour-là, alors que l'horloge venait de sonner 10 à 8 heures, je méditais sur mon tapis de yoga, écoutant une douce musique classique. C'est alors que les premières contractions sont arrivées. D'abord légères, elles sont rapidement devenues plus fréquentes et intenses. Je savais que mon enfant, mon petit ange, essayait de venir au monde plus tôt que prévu. Mon assistant, May. Lambert, un homme d'âge mûr, calme et très professionnel, n'a pas paniqué. Il a immédiatement appelé la ligne d'urgence de la clinique privée Alma, où j'avais réservé le forfait d'accouchement royal des mois auparavant. Tout était prêt. La salle d'accouchement présidentielle, la meilleure équipe médicale dirigée par un médecin légendaire, surnommé les mains d'or de la gynécologie obstétrique française. Tout le monde était prêt à m'accueillir. L'ambulance a fendu la nuit de la ville, sirène hurlante. Allongé sur le brancard, je me mordais les lèvres pour ne pas crier. Ma main était toujours posée sur mon ventre et je murmurais à mon enfant, « Mon bébé, n'aie pas peur, tu vas bientôt rencontrer maman. On va être forts ensemble. » J'avais une confiance totale dans le professionnalisme et les services de pointe que j'avais payés. Je voulais que mon enfant naisse dans les conditions les plus parfaites. Mais vraiment,
Les plans des hommes ne peuvent rivaliser avec ceux du ciel. Le médecin traitant, en route pour l'hôpital, a été impliqué dans un grave carambolage à un carrefour et ne pouvait pas m'assister immédiatement pour mon accouchement d'urgence. La situation était critique. Le directeur de l'hôpital, qui m'a accueilli personnellement, m'a rapidement rassuré. « Ne vous inquiétez pas, madame. Nous avons un plan de secours. Le professeur ne peut pas venir, mais nous allons vous assigner un autre médecin. C'est un spécialiste en chirurgie et gynécologie obstétrique que nous venons de recruter. Il a passé plusieurs années en formation en Allemagne. Il est extrêmement compétent et a géré de nombreux accouchements bien plus complexes et difficiles que celui-ci. Faites-nous absolument confiance. Nous allons appeler immédiatement le docteur Julien Moreau. » Julien Moreau, encore ce nom. C'était un nom courant, mais pour une raison quelconque, il a fait chavirer mon cœur. J'étais sans doute trop sensible. À ce moment-là, dans une douleur extrême, je n'avais pas le temps de penser à autre chose. J'ai simplement hoché la tête inconsciemment, confiant entièrement le sort de ma mère et de moi-même à l'hôpital et à cet inconnu, le docteur Julien Moreau. J'ai été rapidement transféré dans la salle d'accouchement VIP, tout y était moderne et luxueux, mais je n'avais pas l'esprit à y prêter attention. Les infirmières m'entouraient, prenaient ma tension, préparaient les instruments, tout bougeait comme une machine programmée. J'entendais vaguement leurs conversations, leur voix était pleine de confiance. Heureusement que le docteur Moreau est là. Sans lui, pour ce cas, qu'est-ce qu'on aurait fait? C'est vrai, depuis son arrivée, combien de cas difficiles AT ont résolu dans notre service? Quelques minutes plus tard, la porte de la salle d'accouchement s'est ouverte, et un homme en blouse chirurgicale verte, le visage presque entièrement caché par un masque et une charlotte, ne laissant voir que ses yeux, est entré. Il marchait d'un pas rapide mais très assuré, dégageant la confiance et le professionnalisme d'un médecin de haut niveau. Sans un mot, il a fait signe à l'infirmière en chef de lui donner le dossier. Il a pris la liasse de papier et a parcouru rapidement les lignes d'un œil vif. Patiente Camille Dubois, 30 ans, primipare, 38 semaines. Signe de travail prématuré et rupture de la poche des os. Pas d'antécédents particuliers. Sa voix en lisant était basse et familière. Une voix que je n'aurais jamais pu oublier, même si je me transformais en cendre. En entendant cette voix, tout mon corps s'est soudainement figé. Même les contractions semblaient s'être arrêtées un instant. Cette voix, c'est impossible. Une telle coïncidence ne peut pas exister. D'un corps tremblant, j'ai essayé de lever la tête pour voir les yeux de ce médecin. Ses yeux, toujours profonds, avec une légère trace de tristesse, mais brillants d'une volonté ferme. Ces yeux que j'avais autrefois aimés, que j'avais regardés des milliers de fois pendant 5 ans. Julien, j'ai appelé son nom, si faiblement que c'était presque inaudible, mêlé à mon souffle rauque. Le médecin a sursauté. Il a brusquement levé la tête du dossier et m'a regardé droit dans les yeux. Et à cet instant, lorsque nos regards se sont croisés, le monde entier a semblé s'arrêter. Son regard est passé de celui d'un professionnel froid à une stupeur et un choc extrême. Il s'est figé, et le dossier qu'il tenait dans sa main est tombé au sol, les feuilles blanches se dispersant. « Ça, Camille ?» a-t-il appelé mon nom d'une voix tremblante, comme s'il ne pouvait pas croire ce qu'il voyait. « Qu'est-ce que tu fais ici ?»« Oui. » Le meilleur médecin appelé par l'hôpital, la seule personne capable de nous sauver, ma mère et moi, à cet instant, était ironiquement mon ex-mari, Julien Moreau, le père même de l'enfant qu'il allait bientôt mettre au monde lui-même. Après la faillite de sa clinique privée et son expulsion de sa belle famille, il avait trouvé un poste de chirurgien dans cet hôpital international grâce à son talent et son expérience. Il essayait de repartir de zéro, de laisser derrière lui son passé coupable. Mais il n'aurait jamais imaginé que le destin lui réserverait de telles retrouvailles, une scène d'expiation on ne peut plus cruelle. Toute la salle d'accouchement est soudainement tombée dans un silence effrayant. Seul le bip régulier du moniteur cardiaque se faisait entendre. Les infirmières, les médecins, personne ne comprenait ce qui se passait, nous regardant d'un air hébété. Ils supposaient seulement qu'il y avait un passé très compliqué entre le médecin compétent et fier de l'hôpital et cette mystérieuse patiente VIP. Julien était toujours figé comme une statue de pierre. Il me regardait, puis baissait les yeux sur mon ventre proéminent. Derrière son masque, la couleur de son visage passait continuellement du choc à la confusion, puis à une stupeur indicible. Cet enfant.
bégaya-t-il d'une voix tremblante en désignant mon ventre. De combien de mois? De qui est-il? T'es remarié? Son esprit devait être en proie à des milliers d'hypothèses. Il devait penser que j'avais trouvé un nouveau bonheur, que j'avais eu un enfant avec un autre homme, plus riche et meilleur que lui. La douleur, la jalousie, le sentiment de perte et de vide se lisaient clairement dans ses yeux. Il m'avait abandonné, mais il ne pouvait pas accepter que je vive une nouvelle vie, un nouveau bonheur sans lui. Mais à ce moment-là, une contraction plus intense que jamais m'a ramené à la réalité. « Ah !» j'ai crié, me tenant le ventre et me recroquevillant. Je n'avais plus le temps de m'expliquer, ni la force de me disputer avec lui. La vie de mon enfant était la chose la plus importante maintenant. « Docteur, vite, mon enfant. Sauvez mon enfant, s'il vous plaît. » Je l'ai regardé d'une voix suppliante mêlée de ressentiment. Mon cri a semblé jeter un seau d'eau froide sur la confusion de Julien, le ramenant à la réalité. Il s'est ressaisi. Sa conscience et sa responsabilité de médecin ont pris le dessus sur tous ses sentiments personnels. Il a rapidement remis ses gants et a crié à l'équipe d'infirmières. Sa voix a retrouvé son calme, sa fermeté et son autorité. Tout le monde à son poste. Rythme cardiaque fœtal en baisse, tension artérielle de la mère en hausse. Risque de dystocie dû à la présentation par le siège. Préparez les instruments d'assistance. Dépêchez-vous. Toute l'équipe s'est immédiatement mise en mouvement, de manière urgente et professionnelle. Julien s'est penché à mes côtés. Il n'était plus l'ex-mari coupable, mais était redevenu le médecin responsable. Il a enlevé son masque, révélant un visage beaucoup plus hagard et amaigri qu'auparavant. « Camille, écoute-moi » a-t-il dit en me regardant droit dans les yeux. Sa voix était stricte, mais étrangement douce et rassurante. « Tu dois absolument rester calme maintenant. Oublie tous les sentiments personnels. Pense seulement à l'enfant. Respire profondément. Expire. C'est ça, comme ça. Fais-moi confiance. Quoi qu'il arrive, je sortirai l'enfant en toute sécurité. D'accord ? » J'ai regardé ses yeux. C'étaient toujours les mêmes yeux, mais maintenant, ils ne contenaient plus d'évitement ni de culpabilité, mais la ferme résolution et la promesse d'un médecin. J'ai hoché la tête en pleurant. Ironiquement, la personne à qui je devais confier entièrement nos vies, à ma mère et à moi, était l'homme qui m'avait trahi. Mais je n'avais pas d'autre choix. L'accouchement a été, comme prévu, très difficile et dangereux. La présentation par le siège, combinée à un travail prématuré, m'a laissé presque épuisé après des heures de lutte. Plusieurs fois, j'ai pensé que je n'y arriverais plus. Ma conscience a commencé à s'estomper. Mais à ce moment-là, la voix de Julien, ferme et puissante, a résonné à mes oreilles. « Courage, Camille, n'abandonne pas. Encore un petit effort. Pour l'enfant. Pense à l'enfant. » Il m'appelait par mon nom. Il m'insufflait de la force avec la vérité qu'il venait de réaliser. Et après un dernier effort, après des heures de douleur extrême, un cri a finalement éclaté. « Ouin, ouin, ouin !» Ce cri clair et puissant, comme la plus belle musique du monde, a brisé la tension de la salle d'accouchement. Mon enfant est né. C'est un garçon, 2 kilos. Il est très beau et en bonne santé. Félicitations, a crié l'infirmière d'une voix joyeuse. J'ai poussé un soupir de soulagement, toute la tension de mon corps s'est relâchée, et des larmes de bonheur ont coulé. Mais quand j'ai regardé Julien, il se tenait là, immobile. Il tenait dans ses bras la petite créature rouge, enveloppée dans une serviette blanche. Il a regardé le bébé, puis m'a regardé à nouveau. Ses yeux étaient grands ouverts, remplis d'un choc et d'une émotion indicible. Il regardait le visage de mon enfant, les yeux, le nez aquilin, même le pavillon de l'oreille, un visage qui était le sien en miniature. Tous les doutes se sont dissipés. Pas besoin de test ADN. Il suffisait de voir. Cet enfant était de son sang. Cet enfant, a-t-il murmuré, la gorge nouée. Il me ressemble. Puis il a levé la tête et m'a regardé. Ses yeux étaient remplis de doute et d'espoir. Camille, dis-moi la vérité. Cet enfant, c'est vraiment mon enfant, n'est-ce pas ? Je n'ai pas répondu, me content d'esquisser un sourire mêlé de fatigue et de satisfaction. Mon silence était la réponse la plus claire. À cet instant, Julien Moreau s'est complètement effondré.
Il n'était plus le médecin calme et compétent. Il n'était qu'un homme, un père, confronté à une vérité cruelle et à sa faute impardonnable. Il avait abandonné sa femme, sans savoir qu'elle portait son enfant. Il avait manqué tout le voyage sacré de 10 mois. Et maintenant, il venait de mettre au monde lui-même l'enfant qu'il avait jeté sans pitié. Il n'y aurait pas de châtiment plus cruel et amer. Il s'est agenouillé à côté de mon lit, sur le sol de la salle d'accouchement. Il tenait toujours le bébé dans ses bras, avec précaution, comme s'il s'agissait d'un trésor précieux. Il a baissé la tête, ses épaules secouées de sanglots. C'était le cri d'un pécheur. « Je suis désolé. Je suis désolé, Camille. Mon bébé, je suis désolé. » Il ne répétait que ces mots, sous le regard stupéfait de tout le personnel médical. Le premier cri de l'enfant a été le moment où toute sa culpabilité, ses regrets et son bonheur tardif ont explosé en lui. Mais il ne savait pas qu'à l'extérieur, une autre tempête, une tempête de jalousie et d'envie, déferlait pour détruire ce moment sacré et tragique. Chers abonnés, après cet accouchement dramatique et émouvant, j'ai été transféré dans la suite de convalescence VIP. Un espace dont je n'aurais jamais osé rêver. C'était plus une petite suite qu'une chambre d'hôpital. Tout était décoré avec goût et luxe, et une grande baie vitrée donnait sur le ciel bleu. On pouvait voir le paysage paisible du jardin de l'hôpital. Mon fils, mon petit ange rouge, dormait paisiblement dans un joli berceau à côté de mon lit, s'agitant de temps en temps. J'étais allongé là. Mon corps était encore endolori et fatigué par l'accouchement difficile, mais mon cœur était rempli d'un bonheur et d'une paix sans précédent. J'avais réussi, j'avais lutté seul et mis mon enfant au monde en toute sécurité. Chaque fois que je regardais son visage endormi, toute la douleur et l'humiliation du passé semblaient s'évanouir. Julien, après avoir terminé sa mission de médecin, n'est pas parti. Il se tenait tranquillement dans un coin de la pièce, comme une ombre silencieuse, ne quittant pas des yeux ma mère et moi. Son regard était rempli de regrets, de pitié, et d'un désir ardent de s'approcher et de toucher l'enfant, mais il n'osait pas. Il savait qu'il n'en avait plus le droit. Chaque fois que je regardais distraitement dans sa direction, il baissait rapidement la tête, évitant mon regard. Il était tourmenté par sa culpabilité. Il a essayé de s'excuser plusieurs fois, mais je n'ai pas répondu. Non pas par colère, mais parce que je ne savais pas quoi dire. À ce moment-là, les mots étaient vains. Mais cette paix fragile n'a pas duré longtemps. La tempête que j'attendais est finalement arrivée, d'une manière bien plus violente et absurde que je ne l'avais imaginée. La rumeur selon laquelle le docteur Julien Moreau, le mari de Chloé Beaumont, avait assisté à l'accouchement d'une mystérieuse patiente VIP, et que cette patiente n'était autre que son ex-femme, s'est rapidement répandue. Peut être à cause d'une infirmière bavarde, ou peut être par une ironie du sort. Et la nouvelle s'est propagée, comme une traînée de poudre jusqu'aux oreilles de Madame Moreau et de Chloé. Pour elle, ce n'était pas une simple coïncidence. C'était une insulte impardonnable, une provocation. Et ce qui devait arriver arriva. La porte de ma chambre s'est ouverte brutalement, sans frapper ni demander la permission, dans un bruit assourdissant. Les deux femmes que je ne voulais plus jamais revoir, Madame Moreau et Chloé, ont fait irruption. Elles étaient comme des lionnes enragées, prêtes à déchiqueter leur proie. Madame Moreau avait le visage rouge de colère, les cheveux en désordre, et ses vêtements de luxe étaient froissés. Chloé, malgré sa grossesse avancée, portait des talons aiguilles vertigineux et un maquillage épais, me foudroyant d'un regard qui semblait vouloir me dévorer vivante. « Salope, comment oses-tu te montrer ici ?» a été la première à crier Madame Moreau. Elle me pointait du doigt, sa voix perçante résonnant dans le couloir, au point que les médecins et les patients des autres chambres sont sortis pour voir ce qui se passait. Même après que mon fils t'a largué, tu t'accroches encore. Quel tour de passe-passe as-tu utilisé pour que mon fils vienne jusqu'ici pour accoucher ton bâtard? Tu te prends pour quelqu'un parce que tu as un peu d'argent et que tu es dans cette chambre de pacotille? Espèce de renard effronté. Chloé s'est approchée directement du lit. Elle m'a regardé avec mépris, puis a baissé les yeux sur mon enfant endormi. Son regard était plein de venin. « Oh, tu as même eu un fils. Félicitations, ma chère, a-t-elle dit d'un ton sarcastique. Je ne sais pas de qui il est, mais tu as été bien rapide à te trouver un autre homme et à faire un enfant si peu de temps après avoir été largué. À moins que tu n'aies délibérément tendu un piège pour utiliser ce bâtard afin de briser notre famille et de récupérer Julien. »
Elle m'insultait, et insultait mon enfant innocent qui ne savait rien des rancœurs des adultes. Le sang m'est monté à la tête. Je pouvais tolérer n'importe quelle insulte envers moi, mais je ne pouvais pas accepter qu'on touche à mon enfant, ne serait-ce que d'un mot. J'ai essayé de me lever. La douleur postpartum me lançait, mais ce n'était rien comparé à la fureur dans mon cœur. Sortez d'ici, immédiatement. C'est une chambre d'hôpital, pas un marché où vous pouvez venir faire un scandale. Un scandale. Aujourd'hui, je vais te régler ton compte, a crié Madame Moreau, malgré les tentatives des infirmières pour la retenir. Tu te crois supérieur parce que tu as un peu d'argent et que tu es dans cette chambre VIP? Ne rêve même pas de reprendre Julien à ma belle-fille. Ma belle-fille porte mon précieux petit-fils. Toi et ton bâtard, vous n'avez aucune chance. Maman, Chloé, qu'est-ce que vous faites? Julien, qui était resté figé dans un coin, a finalement repris ses esprits. Il s'est précipité pour se placer devant nous, les bras écartés comme une mère poule protégeant ses poussins. C'est un hôpital, pas la maison. Taisez-vous. Sortez immédiatement. Comment oses-tu prendre son parti? Madame Moreau s'est tournée vers son fils et a agrippé ses vêtements. Ses ongles acérés lui ont griffé la poitrine. Tu ne sais pas que tout le quartier se moque de nous à cause d'elle? Ils disent que tu as une liaison avec ton ex-femme. Es-tu vraiment mon fils? Assez, a crié Julien, un cri mêlé de désespoir et de douleur. C'était la première fois de sa vie qu'il criait sur sa mère. J'en ai assez supporté. J'ai fait une erreur, j'ai tout perdu. Je ne veux plus faire d'erreur. Maman, Chloé, rentrez chez vous. Non, aujourd'hui, je vais lui donner une bonne leçon, a crié Chloé, folle de jalousie. Elle a poussé Julien et s'est précipitée vers le berceau où dormait mon bébé. À cause du bruit, le bébé s'agitait déjà et était sur le point de pleurer. Elle semblait vouloir faire quelque chose à mon enfant. Non, avons-nous crié simultanément, Julien et moi. J'étais prise d'une peur panique, prête à sauter du lit pour protéger mon enfant, malgré la douleur. Mais à cet instant terrible, juste avant que la main de Chloé n'atteigne mon enfant, une voix froide et autoritaire a retenti de la porte. « Arrêtez immédiatement !» La pièce s'est figée et tout le monde s'est tourné vers la porte. Là se tenait un homme en costume noir, une mallette à la main, l'air très sévère. C'était M. Lambert, mon assistant et avocat personnel. Il n'était pas seul. Derrière lui se trouvaient 2 gardes du corps robustes en uniforme d'une société de sécurité privée et 2 policiers en uniforme, l'air grave. L'apparition soudaine de l'avocat et de la police a figé Madame Moreau et Chloé. « Vous, qui êtes-vous pour venir ici et... » a bégayé Madame Moreau. Son arrogance d'il y a un instant avait disparu, remplacée par la confusion et une pointe de peur. Monsieur Lambert ne lui a pas répondu et s'est dirigé directement vers Chloé, qui était toujours figée à côté du berceau de mon bébé. Il lui a présenté une épaisse liasse de documents et une tablette. « Mademoiselle Chloé Beaumont, je présume ?» Hâté, il demandait d'une voix glaciale. « Je suis le représentant légal de mon client, un grand investisseur. Nous avons des preuves irréfutables que votre père, M. Beaumont, PDG des laboratoires Beaumont, s'est livré à des faits de corruption, de fabrication et de vente de faux médicaments, ainsi qu'à une fraude fiscale, s'élevant à plusieurs centaines de millions d'euros. » Quoi? Chloé était bouche bée, son visage aussi blanc qu'un linge. « Ne dites pas de bêtises. Mon père a toujours fait des affaires honnêtement. Vous êtes en train de le diffamer. » Diffamation, a ricané M. Lambert en allumant la tablette. L'écran montrait une vidéo filmée en caméra cachée où M. Beaumont recevait une mallette d'argent d'un fonctionnaire. Tous les documents, les preuves, cette vidéo, les enregistrements audio, ainsi que les témoignages de témoins clés, nous les avons déjà soumis aux autorités compétentes. Et à l'heure qu'il est, votre père, vos oncles et toutes les personnes de cette lignée sont probablement en train de discuter avec ces messieurs. Il s'est tourné vers les 2 policiers. Et quant à vous, Mademoiselle Beaumont et Madame Moreau, vous vous êtes introduites sans autorisation dans la chambre d'une patiente, avez troublé l'ordre public et tenu des propos insultants et diffamatoires. Mon client demande à ce que vous soyez traité avec la plus grande rigueur conformément à la loi. Le monde de Chloé s'est effondré. Elle a chancelé et s'est effondrée sur le sol. Son père, sa fierté et son unique soutien, l'immense empire pharmaceutique, s'était effondré en une seule phrase. Madame Moreau se tenait là, tremblante.
Elle a enfin tout compris. De la faillite de la clinique de son fils à la chute de sa belle famille, rien de tout cela n'était une coïncidence. Derrière tout cela, il y avait une main invisible, une force redoutable qui manipulait tout. Et cette force n'était autre que la belle-fille provinciale qu'elle avait jetée sans pitié, la traitant de stérile. Elle avait provoqué quelqu'un qu'elle n'aurait jamais dû provoquer. Leur drame a vraiment pris fin. La police s'est approchée et a demandé à Madame Moreau et Chloé de les accompagner pour interrogatoire. Chloé criait comme une folle. Elle ne pouvait pas accepter d'avoir tout perdu en une seule journée. Madame Moreau ne criait plus. Elle regardait dans le vide, les yeux hagards. Elle avait sans doute enfin compris qu'elle avait perdu, misérablement perdu aux mains de la belle-fille incompétente qu'elle méprisait le plus. Alors qu'on les emmenait, elle s'est soudainement arrêtée et m'a regardé avec un regard complexe, mêlé de haine et de peur. « Toi, qui es-tu vraiment » a-t-elle murmuré. Je n'ai pas répondu. Je l'ai simplement regardé en silence, avec un mélange de pitié et de froideur. C'était une réponse qu'elle n'obtiendrait probablement jamais. Après leur départ, il ne restait plus que moi, mon fils et Julien dans la pièce. Il avait assisté à toute la scène du début à la fin, et il avait tout compris. Pourquoi sa clinique s'était effondrée, pourquoi sa belle famille était en ruine, et à quel point l'ex-femme qu'il avait trahie avait un passé et un pouvoir redoutable. Il n'avait pas seulement perdu une femme, il avait perdu une opportunité, un avenir qu'il n'obtiendrait probablement plus jamais. Il s'est approché de moi et s'est agenouillé à côté de mon lit. Un geste familier, mais l'émotion était complètement différente. Camille. Il a levé la tête et m'a regardé avec des yeux rougis. Des yeux remplis de culpabilité et de désespoir. Je sais tout maintenant. J'ai été un véritable salaud. Je ne mérite pas ton pardon. Je n'ai même pas le culot de te supplier de revenir. Je sais que je n'ai pas ce droit. Je ne te demande qu'une seule chose. Il a regardé le petit garçon endormi. Un enfant dont il ignorait l'existence il y a quelques heures à peine. Laisse-moi être le père de cet enfant. Donne-moi une chance de me racheter auprès de lui. Je ne demanderai rien. Je ferai n'importe quoi. Je travaillerai comme un chien pour vous deux. Je veux juste voir l'enfant grandir. L'entendre m'appeler papa, s'il te plaît, s'il te plaît. Il a posé son front sur le sol et a éclaté en sanglots. Les sanglots d'un homme qui a tout perdu. Je l'ai regardé, mes sentiments partagés. Devais-je lui donner une chance ? Mon enfant a besoin d'un père. Mais un père comme lui, qui a abandonné sa mère et son enfant sans pitié, et qui est resté silencieux face à l'injustice, le mérite-t-il vraiment ? J'ai beaucoup réfléchi. J'ai regardé mon enfant, puis l'homme agenouillé à mes pieds. Et j'ai finalement pris ma décision finale. Relevez-vous, monsieur Moreau, ai-je dit d'une voix calme, sans la moindre trace de ressentiment. Vous n'avez pas besoin d'être le chien de qui que ce soit. Vous êtes toujours le père de mon enfant. C'est un fait immuable. Le sang qui coule dans ses veines est votre sang. Je ne peux pas vous enlever ce droit, et je ne veux pas que mon enfant grandisse sans savoir qui est son père. Une lueur d'espoir a brillé dans les yeux de Julien. Alors, Camille, vous avez le droit de voir l'enfant, de vous en occuper, d'assumer vos responsabilités de père, l'ai-je interrompu. J'ai marqué une pause, les regardé droit dans les yeux, et j'ai ajouté fermement, mais seulement en tant que père de l'enfant. Entre nous, c'est vraiment fini. Depuis le jour où vous êtes resté silencieux pendant que votre mère et cette femme m'insultaient. Un amour qui n'est pas protégé est comme une maison sans toit. Il ne peut pas abriter de la tempête. Il s'est figé. Il avait compris ce que je voulais dire. Je pouvais pardonner, mais je ne pouvais pas oublier. La blessure que lui et sa famille m'avaient laissée était trop profonde pour guérir comme avant. Il m'avait perdu, pour toujours. Il ne pourrait qu'observer notre bonheur de loin et vivre le reste de sa vie dans le regret et le remords. Ce serait sans doute son plus grand châtiment. Chers abonnés, mon histoire s'arrête ici. Depuis ce jour, la famille de Chloé a officiellement fait faillite. Son père a dû payer un lourd tribut pour les crimes qu'il avait commis. Elle et Madame Moreau ont également dû répondre de leurs actes devant la justice. Julien a tout perdu. Il a perdu sa carrière, sa famille et la femme qu'il aimait le plus. Il a payé un prix bien trop élevé pour sa faiblesse et son ambition. Je ne suis pas retourné avec lui. J'ai choisi la vie de mère célibataire. J'avais l'argent, le statut, tout ce que l'on pouvait désirer,
mais j'ai réalisé que ce qui m'apportait un réel bonheur n'était pas cela. C'était la petite vie dans mes bras, c'était la liberté de mon âme, qui avait réussi à se défaire d'un passé douloureux et à aller de l'avant. Je n'ai pas eu besoin de me venger cruellement, parce que ma paix et mon bonheur, aux côtés de mon enfant, étaient la vengeance la plus douce et la plus amère pour ceux qui m'avaient trahi. Très chers abonnés, une autre histoire d'une retraite sereine se termine. Le parcours de Camille, une histoire poignante qui l'a vu tomber du sommet d'un bonheur fragile dans l'abîme de la trahison, avant de renaître de ses cendres avec force, a sans doute laissé de nombreuses émotions dans le cœur de chacun de nous. La colère face à la cruauté humaine, la satisfaction lorsque la justice est rendue, et la tristesse et le regret pour un amour mort. Mais au final, après tous ces événements dramatiques, ce qui reste, ce sont des réflexions profondes et de précieuses leçons sur la vie, l'amour et l'humanité. La première, et la plus grande leçon de cette histoire, est un aperçu brutal et profond du choix en amour et en mariage. L'amour de Camille et Julien était autrefois très beau. Un amour construit sur le sacrifice et l'empathie, ayant traversé des moments difficiles ensemble. Mais face à un carrefour de la vie, entre 5 ans d'amour d'un côté et le prestige et le succès sur un tapis rouge de l'autre, Julien a choisi sans hésiter le raccourci. Il s'est justifié, en se disant qu'il avait besoin d'une femme qui serait un tremplin pour son succès. Mais, chers abonnés, il avait tort, il a confondu un tremplin avec un ornement. Un véritable tremplin n'est pas quelque chose de flashy à exhiber au monde. Le tremplin le plus solide pour un homme est une femme capable de traverser les tempêtes avec lui, de comprendre, de partager et d'être un soutien moral indéfectible. Camille, avec son amour et son sacrifice silencieux, a été ce tremplin, mais il ne l'a pas réalisé. Il a aveuglément poursuivi un ornement coûteux, Chloé, et lorsque cet ornement s'est brisé, il a tout perdu. Cette histoire résonne profondément pour nous tous, en particulier pour les jeunes au seuil du mariage. Le mariage n'est pas une transaction commerciale que l'on peut peser sur la balance des critères matériels. Le partenaire idéal n'est pas celui qui nous apporte le plus d'avantages, mais celui avec qui nous pouvons partager les joies et les peines de la vie. Celui aux côtés duquel nous pouvons être le plus nous-mêmes, en paix et heureux. Il ne faut jamais abandonner un amour sincère pour de petits gains et des ambitions immédiates. L'argent et le prestige, une fois perdus, peuvent être retrouvés, mais une personne qui nous aime vraiment, une fois perdue, peut ne jamais être retrouvée de toute une vie. La fin de Julien, sa solitude et ses remords, est la leçon la plus coûteuse pour ceux qui privilégient le matériel à l'amour. Après la leçon sur le choix, l'histoire de Camille nous donne une précieuse leçon sur l'importance de l'indépendance et de la force intérieure des femmes. Camille avait un secret. Elle était riche et compétente, mais pour trouver un amour désintéressé, elle a caché ce fait et a choisi de vivre une vie ordinaire. Son comportement peut être sujet à controverse. Certains diront que c'est stupide, qu'elle a cherché les ennuis. Mais en y regardant de plus près, cela montre une aspiration et une dignité dignes de respect. Elle ne voulait pas que son bonheur soit construit sur une base matérielle. Elle voulait être aimée pour ce qu'elle était. Et c'est précisément cette indépendance économique et intellectuelle qui est devenue son arme la plus puissante face à la tragédie. Lorsqu'elle a été abandonnée par son mari, elle ne s'est pas effondrée ni n'a supplié. Pourquoi ? Parce qu'elle savait qu'elle n'avait besoin de personne pour bien vivre. Elle avait suffisamment de capacité et de courage pour reconstruire sa vie par ses propres moyens. Sa résurrection, tel un phénix, n'était pas un miracle tombé du ciel. C'était le résultat de ses efforts silencieux, de son apprentissage et de son indépendance. Son histoire envoie un message puissant à toutes les femmes. Ne confiez jamais entièrement votre bonheur à un seul homme. L'amour est important, mais ce n'est pas tout. Continuez toujours à vous instruire, à avoir votre propre travail. Soyez toujours indépendante, financièrement et intellectuellement. Car c'est lorsque vous pouvez vous tenir sur vos 2 pieds que vous gagnez en confiance et que vous avez le choix. Et même si la tempête frappe et que vous êtes trahi, vous ne vous effondrez jamais. Comme Camille, vous aurez assez de force pour surmonter les épreuves et retrouver la lumière par vous-même. Et être que l'une des leçons les plus touchantes et humaines est celle sur l'amour maternel et le pardon à la fin de l'histoire. Face à une trahison extrême, Camille a choisi la vengeance, une vengeance intelligente qui a ruiné ceux qui lui avaient fait du mal. Mais, lorsqu'elle a tout eu en main et que ses ennemis étaient à ses pieds, elle n'a pas choisi de les détruire complètement. Elle s'est arrêtée. Pourquoi ? À cause de l'arrivée d'une petite vie.
L'enfant a adouci son cœur et lui a donné une raison de faire preuve de clémence. L'amour maternel sacré a vaincu la haine. Elle a réalisé que la vengeance pouvait apporter une satisfaction momentanée, mais qu'elle l'enfermerait à jamais dans le passé et les émotions négatives. Et elle ne voulait pas que son enfant grandisse dans un environnement de haine. Le pardon que Camille a accordé à Julien ne signifiait pas qu'elle le reprenait. C'était un pardon d'un niveau supérieur. Elle a pardonné non pas pour lui, mais pour libérer sa propre âme. Si elle lui a permis d'assumer ses responsabilités de père, ce n'était pas par amour résiduel, mais par considération pour son enfant. C'était une clémence empreinte de sagesse et de courage. Cela nous enseigne que garder de la haine dans la vie ne fait que nous épuiser davantage. Parfois, lâcher prise n'est pas un signe de faiblesse, mais de force. Pardonner, ce n'est pas oublier, c'est laisser le passé en paix pour pouvoir avancer plus légèrement et accueillir de meilleures choses. Le plus grand bonheur de Camille à la fin de l'histoire n'était pas le succès de sa vengeance, mais la paix de son esprit en tenant son enfant dans ses bras et en regardant vers un avenir radieux. L'histoire de Camille est terminée, mais le message qu'elle laisse résonnera à jamais. Elle nous enseigne la sagesse en amour, la valeur de l'indépendance, le pouvoir de la tolérance et le courage de la femme moderne. Elle nous donne la foi que, peu importe les difficultés que la vie nous impose, tant que nous ne perdons pas espoir, notre dignité et notre fierté, nous finirons par trouver le vrai bonheur, un bonheur que nous aurons construit de nos propres mains. Que pensez-vous du parcours courageux de Camille en tant que mère célibataire? Quelle leçon de l'histoire vous a le plus touché? Laissez vos pensées et vos impressions dans les commentaires sous cette vidéo. Chaque partage est un cadeau précieux qui nous aide à apprendre ensemble et à créer une communauté meilleure et plus humaine. Et si vous aimez la chaîne, une retraite sereine et des histoires aux valeurs si profondes, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour être les premiers à découvrir nos nouvelles histoires. Merci de votre attention et de votre présence. À bientôt pour une nouvelle histoire.